Nous avons maintenant la possibilité et la chance d'écouter des cliniciens éminents, des chercheurs, à propos des mineurs transgenres, de ces transidentifications des adolescents et de cette dysphorie de genre d'apparition rapide. Je voudrais les remercier de venir de si loin. Nous avons eu l'occasion de les rencontrer l'an dernier en Finlande. Cette rencontre a été fantastique, fantastique de les écouter, fantastique d'entendre toutes les informations qu'ils peuvent partager avec nous. Nous allons modifier quelque peu ce programme à la demande de Zenia et de Roberto, car il y a une nouvelle importante, une information importante à propos du WPATH qu'il voudrait partager avec nous. Alors, on va tout d'abord donner la parole à Liza Littman, qui est médecin, chercheur de l'Institut de la recherche sur la dysphorie de genre, Institute for Comprehensive Gender Dysphoria Research. Et on va l'entendre sur ce concept qui a émergé de survenue rapide de la dysphorie de genre et quel est l'enjeu politique de ce concept. Alors, avant de décrire cette hypothèse d'apparition rapide de dysphorie de genre, ou le ROGD, comme on le dit en anglais, cet acronyme. Alors, elle suppose cette hypothèse que les influences sociales ainsi que les mécanismes qui permettent de faire face à tout cela et qui ne sont pas adaptés, ainsi que les facteurs psychosociaux peuvent contribuer à cette apparition de cette dysphorie. Alors, cette hypothèse du ROGD, elle a été mise au point comme une explication potentielle pour expliquer cette évolution de ces individus qui se présentaient avec une dysphorie de genre. Et on pense que ça peut être une explication, pas pour tous les cas, mais pour ces dysphories qui apparaissaient avant plus tardivement et que l'on voit maintenant chez les adolescents et ces jeunes adultes. Alors, pendant plus de 50 ans, il y avait ce qu'on voyait vraiment plus tard dans la vie, en général après la puberté, mais en général, il s'agissait d'hommes, adultes. Et puis, on avait aussi la dysphorie plus précoce, qui en général démarrait dans l'enfance et qui affectait les hommes et les femmes, mais avec une prédominance des hommes. Et ça, c'était disons, ce qu'on décrivait, le panorama de la dysphorie de genre. Cela dit, au milieu des années 2000, et puis avec une accélération dans les années 2010, on a vu une augmentation fantastique du nombre d'adolescents avec dysphorie de genre, et même une augmentation encore plus accrue chez les filles. Tant et si bien que finalement, on a eu une inversion de la répartition entre les sexes. Avant, on voyait plus de garçons et d'hommes. Et puis maintenant, eh bien, on le voit, on a commencé à voir de plus en plus de femmes. On a également noté une présentation différente de cette dysphorie, alors que celle de survenue tardive dans la littérature scientifique ne concernait que les hommes. On a eu un tableau différent de survenue tardive chez les femmes dans une population avec un plus fort taux de problèmes neurodéveloppementaux. Et évidemment, la question à se poser dans ce cas-là, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on a noté cette évolution. Alors, on n'a pas de réponse définitive, mais certains pensent que ces modifications sont dues à la diminution de la stigmatisation de la transidentification et puis la disponibilité de l'information à propos de cette dysphorie de genre et de ces services de transition. Alors, ces facteurs pourraient expliquer, certes, qu'on voit une augmentation du nombre d'individus concernés,
Mais pourquoi est-ce qu'on le voit surtout chez les adolescents? Pourquoi est-ce qu'on a davantage de filles que de garçons maintenant? Et pourquoi est-ce que on a un nouveau tableau, disons, clinique de cette dysphorie de genre chez les femmes chez qui ça apparaît tardivement? Et donc, pour expliquer tout cela, on a créé cette hypothèse de la survenue rapide, la ROGD, alors qu'on pense qu'il y a sans doute plusieurs facteurs impliqués. Alors, on a des indices supplémentaires. Lorsque ces cliniques spécialisées dans la dysphorie de genre ont commencé à rendre compte de l'apparition de cette population, les parents, eux, parlaient de situations où leurs enfants, d'abord, vivaient cette transidentification en groupe de cas, c'est-à-dire avec des groupes d'adolescents, même groupe d'amis, et parfois même tout le groupe d'amis qui n'étaient pas trans et qui passaient tous en bloc vers une transidentification, avec beaucoup de contenu des réseaux sociaux qui encouragent ces jeunes à penser que de vagues symptômes étaient des signes qu'ils étaient transgenres et que la transition pouvait les aider à se sentir mieux. Et cela, évidemment, ça a encouragé à se moquer de ceux qui n'étaient pas, s'identifiaient pas comme transgenres. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut s'intéresser aux facteurs psychosociaux? Eh bien, parce que on a quand même un basculement des patients qui cherchent de l'aide pour leur dysphorie de genre. Et on voit qu'on a beaucoup d'adolescents et donc ça fait sens d'examiner des facteurs tels que l'influence des pairs, du groupe. Et on voit bien qu'avec ce schéma en cluster, on a besoin d'explorer cette hypothèse de la contagion sociale. Et c'est vrai que le rôle des réseaux sociaux doit être questionné. Et c'est vrai que des cliniciens ont documenté ce taux élevé de problèmes psychologiques qui souvent préexistent à la dysphorie de genre. Ça justifie aussi de s'intéresser aux facteurs psychologiques et de développement. Alors, où en est-on avec cette hypothèse ROGD? Comme on l'a vu, il y a quand même des réactions et on en a parlé dans les tables rondes. Alors, il y a une critique vis-à-vis de cette hypothèse, c'est que la première étude, elle était basée sur ce que rapportaient les parents. Cela dit, il y a eu d'autres études, d'autres recherches qui a consisté en des entretiens avec les individus et ça a quand même renforcé cette hypothèse ROGD. Et pour l'instant, 4 études ont trouvé des preuves qui viennent étayer cette hypothèse. Et les aspects suivants ont été également étayés par les détransitionneurs et les désisteurs, à savoir les influences sociales, à savoir le comportement de leur groupe d'amis, la pression exercée par le groupe, les réseaux sociaux et l'apprentissage social. Tous ces détransitionneurs en font état. Ils font état également de mécanismes défaillants pour faire face à tout cela, une mauvaise interprétation des symptômes de problèmes de santé mentale ou de traumatisme comme étant en fait réductibles à la dysphorie de genre et également font état de la difficulté de s'accepter comme étant homosexuel, lesbienne ou bisexuel. Merci Lisa, merci de cette explication. On va passer la parole à Roberto D'Angelo, qui est psychiatre et psychanalyste. Et alors aujourd'hui, je voudrais justement parler d'une réponse à la recherche menée par Lisa. Vous savez sans doute que cela a provoqué beaucoup de réactions dans la communauté trans. Et il y a beaucoup de réactions émotionnelles, d'agressions face au travail de Lisa. Et ça permet de s'interroger aussi sur ce qui se passe ici inconsciemment. Dans le discours des trans, ce qu'on remarque,
c'est qu'on efface complètement la notion de risque, de vulnérabilité, d'effets délétères par rapport à ces interventions médicales. Et quand on lit leurs écrits, il n'y a pas du tout de traces de préoccupation, d'inquiétude vis-à-vis de ces jeunes qui font comme ça un saut dans le vide sur le plan chirurgical et médical. Et les inquiétudes exprimées par d'autres sont condamnées comme étant transphobiques. Toutes les interrogations des médecins sont rejetées comme étant quelque chose qui leur appartient. Et c'est vrai que ces vulnérabilités, ces difficultés psychologiques et la culpabilité face à ce que l'on fait sont rejetées. Donc l'hypothèse de Lisa, qui met en cause ce processus défensif, doit être attaquée forcément. Si on convient qu'elle a raison, eh bien, beaucoup de ces jeunes, à ce moment-là, on ne va plus les considérer comme trans. Et à ce moment-là, il faudra accepter que la profession médicale a porté et a nui à un grand nombre de jeunes. Et c'est vrai que à ce moment-là, au lieu de voir une prise en compte de ces résultats, on a justement une tentative de supprimer tout cela et de taire les effets délétères sur la population de ces jeunes. Alors, on voit bien cela dans le travail de deux grands analystes américains, Psychotopoulou et Palogreni, qui ont beaucoup promu cette prise en charge transgenre aux États-Unis, en Australie et ailleurs dans le monde d'ailleurs. Et l'un de leurs livres récents a fait l'objet d'une grande publicité. Pourtant, dans ce livre, on ne parle jamais des risques et des effets délétères potentiels de ces traitements. Et en fait, les dangers, les risques sont toujours projetés sur les autres, sur des gens comme Lisa. Lisa, c'est elle qui est dangereuse. Et dans ce livre, on pose la question de cette sexualité non normative à des fins d'élimination de la situation d'origine. Donc, ce n'est pas l'intervention risquée, c'est le thérapeute et le chercheur qui essayent de réfléchir à ce qui se passe, qui est considéré comme un danger. Et on a cela tout le temps. Lisa et beaucoup d'autres, y compris moi-même, ont été accusés de promouvoir de la désinformation, provoquant la panique. En fait, c'est le contraire. C'est Psychotopoulou et Pellegrini qui en sont responsables en clamant que les trans sont en danger en raison de cette recherche. David Bell, sous Marcus Evans sont accusés d'être également dans le même bateau. Et on a aussi un autre groupe qui est discrédité et qui considère l'homosexualité comme une pathologie. Dans ce livre, il parle de cette contagion sociale et donc indirectement au résultat de Lisa, et il le dénonce comme étant contre les trans. Alors, justement, cette perspective anti-trans, ils écrivent à ce sujet. Cette contagion sociale et cette dysphorie rapide qui est n'était pas en fait le résultat du fait que la situation d'origine a été dévoyée, et il refuse de considérer la possibilité que ce soit la souffrance psychique qui conduise à la transidentification. Il n'y a absolument pas de volonté de s'intéresser aux dangers potentiels de ces traitements et les souffrances ou aux souffrances psychiques.
alors qu'on voit bien qu'il y a des comorbidités psychiatriques et cela, c'est complètement exclu du champ de leur réflexion. Et comme beaucoup l'ont vu, ces traitements risquent de laisser de côté complètement les questions psychologiques et les problèmes psychologiques. Et donc de ne pas traiter cette détresse psychologique chez les jeunes. Et on a donc dans ce groupe d'adolescents, on projette cette dysphorie de genre. Ça évite de se poser des questions plus importantes, comme de savoir pourquoi est-ce que ces jeunes souffrent tant aujourd'hui, sont en proie à un tel trouble. Là, j'évoquais la réaction aux travaux de Lisa. Et je pense qu'il faut faire référence à l'homosexualité qui a été ôtée comme pathologie du DSM en 1993. Et il y a sans doute une majorité de psychanalystes à un moment qui pensaient que c'était une pathologie. Par exemple, on ne pouvait pas être homosexuel et se former comme psychanalyste, même après l'élimination du DSM. Et la conceptualisation des psychanalytiques jusqu'à très longtemps a été pathologisante et recommandé aux cliniciens de décourager l'homosexualité. C'est vrai que la libération des homosexuels a contré tout cela en disant que voilà, on était nés comme cela et les homosexuels ont pris davantage la parole et on a entendu parler de ces thérapies de conversion pathologisantes des homosexuels et on a vu que beaucoup ont été traumatisés. Évidemment, ça, c'est encore une ombre qui se projette sur notre profession parce que c'est une honte la façon dont on a traité les gays et les lesbiennes. Et le mouvement trans s'est approprié ce message et de façon très puissante. Le travail de Lisa souligne le fait que la transidentification peut en effet être un problème médié sociologiquement. Et ça, évidemment, ça remet en question ce message né comme cela. Et ça, c'est un des piliers de l'idéologie trans qui évoque cette angoisse. Cela dit, pour beaucoup de cliniciens, ça renvoie à la culpabilité qui était attachée à l'homosexualité. Et je pense que cette culpabilité inconsciente est un moteur très puissant de cette médicalisation des trans à tout prix. C'est une façon finalement de se dédouaner de la façon dont on a traité dans la psychiatrie, dans la psychanalyse, les gays et les lesbiennes par le passé. Alors cette surcorrection de la trajectoire qui suppose qu'on doit accepter sans autre forme de procès tout ce qui est affirmé par le mouvement trans entraîne les cliniciens à réagir comme on le voit aujourd'hui et en se convainquant qu'ils font un travail de libération à la différence de leurs prédécesseurs qui ont été si mauvais avec les homosexuels. Donc je pense que c'est cela qui s'articule dans ce qui se joue en partie aujourd'hui. Thank you so much, Roberto. I just want to make sure, Xenia, that I'm not making Xenia, alors je veux juste m'assurer que je n'ai pas fait d'erreur dans l'ordre des passages. Est-ce que j'ai bien compris que maintenant Steven va prendre la parole? Oui, Steven Levin, qui est médecin, qui est également psychiatre du Case Western Reserve University aux États-Unis. Merci, Steven. Alors, on m'a demandé de répondre à la question suivante. Pourquoi est-ce que ces mineurs trans font l'objet d'une bataille politique aux États-Unis? Alors, ma réponse, elle est simple. Je pense que cela
évoque et déclenche une angoisse morale. C'est un petit peu comme quand on a un grand fleuve qui est produit par la confluence de nombreuses petites rivières. Eh bien, cette angoisse morale, elle a des racines très profondes, religieuses, éthiques, scientifiques et politiques. Alors, tout d'abord, il y a ce fait que cette transformation médicale et chirurgicale d'un corps physiologiquement et anatomiquement sain est contraire au concept religieux puisque la religion pense que Dieu a créé l'homme et la femme avec des corps différents et avec des formes et des fonctions reproductrices différentes et que ces corps ne doivent pas être modifiés. On a aussi ce savoir, cette connaissance le fait qu'on sait qu'on a cette capacité chez les jeunes de comprendre les déterminants de ce qui fait le bonheur une fois adulte. Troisièmement, on s'attend à ce que la science, d'abord, démontre qu'il y a une sécurité à long terme, une efficacité à long terme avant de faire ce genre d'intervention. Et quatrièmement, ce scepticisme que l'on a intuitivement à propos de ce qu'on nous dit, que de la possibilité pour ces personnes d'avoir la même chance d'arriver à des vies satisfaisantes, pleines, et cela autant que les personnes qui sont cisgenres. Et ce qui est contraire au fait de ne pas nuire pour les médecins. Il y a aussi des vues différentes sur la façon d'améliorer et de préserver la santé d'une société. Les progressistes aux États-Unis accueillent toutes les minorités sexuelles en mettant un terme à toutes les discriminations sociales et juridiques. Et pour eux, c'est une façon de faire progresser et d'améliorer la société. Et donc, les décisions doivent être laissées entre les mains des médecins, des parents et des patients. Ils pensent que les patients ont le droit d'avoir accès à des traitements sûrs pour modifier leur corps et que le changement est nécessaire dans toute société pour qu'elle avance. Les conservateurs, à l'autre bout du spectre, pensent que ce genre de traitement, ça risque de détruire le fondement même de la société, à savoir la famille. Ils voient les médias et l'éducation et cette exposition de cette minorité sexuelle comme quelque chose qui interfère avec l'orientation hétérosexuelle et la viabilité de la famille. Ils ne font pas confiance à la profession médicale. Ils veulent avoir le droit de la réguler parce qu'ils ont l'impression que, en fait, ces adultes trans ne vivent pas des vies si satisfaisantes que cela et qu'il faut préserver la société traditionnelle. On a aussi une troisième source d'angoisse, à savoir les modifications internationales des droits, des opportunités, des rôles et des capacités pour les femmes. La libération de la femme au cours du dernier siècle a vu l'élargissement des rôles de la femme et de l'homme et les rôles traditionnels de chaque sexe ont finalement se chevauchent beaucoup plus que par le passé. Et si bien que la société a évolué sur 2 générations et que on a finalement des capacités stéréotypiques et des vulnérabilités associées à chaque sexe qui ont plongé les jeunes, certains jeunes, dans un bouleversement intrapsychique. On a une quatrième source d'angoisse, à savoir les conflits professionnels, avec des professionnels qui parfois ont des préjugés et on sélectionne soit des professionnels qui vont être en faveur ou d'autres qui vont être plutôt neutres et dans ces institutions, qu'est-ce qu'on sait finalement sur le plan scientifique? Eh bien ça trouve
trouve des réponses très différentes. L'évaluateur psychiatrique, celui qui administre les hormones, le chirurgien, en fait, produisent des attitudes très différentes. Et leur rôle même les amène à avoir des attitudes différentes. Les programmes sur le genre, et en particulier ceux qui impliquent la chirurgie, génèrent d'immenses bénéfices pour les hôpitaux. On m'a demandé également d'évoquer mon rôle historique au sein de WPATH, mais j'en parlerai plus tard. Visiblement, je n'en ai pas le temps maintenant. Thank you very much, Stephen. Merci beaucoup, Stephen. Maintenant, Zenia va nous parler un petit peu. Elle est économiste de la santé, cofondatrice du SEGM, la Société pour la médecine de genre basée sur les preuves aux États-Unis. Alors, je n'ai pas préparé de discours parce que les choses évoluent tellement rapidement aux États-Unis que même depuis 2-3 jours, il y a eu des changements très, très importants. Et on va pouvoir en parler maintenant pendant cette session. Mais ce que je voulais, c'était surtout donner une autre explication à la raison pour laquelle tout cela est devenu si politique et politisé. À mon avis, après que Lisa Littman ait fait cette hypothèse qui était tellement évidemment plausible, et que l'establishment scientifique américain, au lieu de prendre cette hypothèse et de se l'approprier et d'essayer de voir quelles étaient ses implications, eh bien, ils ont décidé de la combattre de façon très, très véhémente et de diaboliser tout ce qui y était associé. Et on a utilisé et donc tout ce qui s'approchait de cette hypothèse ROGD. C'est un mot de 4 lettres, un mot de 4 lettres en anglais, c'est un gros mot. Et donc, lorsque l'establishment scientifique a refusé de traiter le problème, la question a pris de l'ampleur. Et comme je l'ai dit hier, je ne sais pas quelle est vraiment l'ampleur de cette question en France, mais aux États-Unis, on n'a pas de données pour les jeunes qui sont au collège et au lycée, parce que les agences commencent juste à récolter des informations sur cette tranche d'âge. Mais on a des bonnes informations sur les étudiants, ceux qui sont à l'université de plus de 18 ans. Et on sait qu'actuellement, à l'université, il y a 7% des jeunes femmes qui s'identifient comme étant transgenres et 4% des garçons. Donc, lorsqu'on réfléchit à l'étendue de ce problème, c'est énorme. C'est vraiment très, très important. Et donc, la question est d'envergure et il faut s'y attaquer. Et l'establishment médical refuse absolument de traiter cette question de façon responsable. Donc, la seule sphère qui reste, eh bien, c'est le débat public, le débat communautaire, si vous voulez. Et dans chaque débat, dans chaque pays, les politiciens, bon, évidemment, les politiques, ça dépend ce qu'on appelle politique, mais en tout cas, dans une démocratie, les politiques, normalement, représentent les personnes. Et les débats que nous voyons dans la sphère politique sont vraiment des débats de société qui commencent à se mettre en place exactement et précisément parce que les institutions médicales n'ont pas voulu s'intéresser à ce sujet. Je crois que c'est pour ça, précisément, que c'est devenu politique. Merci, c'était très très clair en effet. Alors, on va maintenant passer à Ken Zucker, psychologue clinicien pour les enfants et professeur à l'Université de Toronto. Tout d'abord, merci de m'avoir invité à cette réunion. En fait, je ne suis pas sûre de quoi je suis censée parler. Donc, je vais faire un petit peu d'association libre de pensée, laisser libre cours à mes réflexions. J'ai démarré dans ce domaine en 1975. J'avais 24 ans et
j'ai insisté. Moi, je ne me suis pas désistée, si vous voulez. Et donc, je dirais que j'ai vu à peu près 2500 enfants et adolescents. Au début, c'était plutôt des enfants, des adolescents. Mais évidemment, comme tout le monde, hein, j'ai surtout des adolescents, dont 70% sont des jeunes filles. Pendant 40 ans, j'étais dans le premier service d'identité de genre pour les enfants et les adolescents à Toronto, le premier en Amérique du Nord, en tout cas le Clark Institute of Psychiatry, qui est devenu le Centre pour les addictions et la santé mentale. En 2015, il y a eu toute une série d'événements complexes qui se sont enchaînés, qui ont été alimentés par les activistes locaux, qui ont entraîné la fermeture de notre clinique et mon exécution. Et depuis ce temps, je suis passée à un cabinet privé. Alors, exécution au niveau légal et juridique qui a très bien fonctionné, hein. Mais bon, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Au Canada, je pense qu'on voit exactement les mêmes schémas et les mêmes débats que ceux auxquels on assiste aux États-Unis et en Europe occidentale. La même population clinique également, avec une augmentation très prononcée des orientations d'adolescents qui viennent nous voir, avec une prédominance des jeunes filles. Nous faisions partie du Dutch Protocol. Nous avons publié un article en 2015 et maintenant il y a des modifications de la répartition entre les sexes. Ça, c'est quelque chose qui a été constaté partout dans le monde. Kathleen en a parlé déjà d'ailleurs ce matin. Et évidemment, ça nécessite une explication, je pense. Alors, je voudrais passer maintenant à ce phénomène de ROGD, dysphorie de genre à apparition rapide. Nous, dans les premières années des années 2000, on a vu des enfants arriver chez nous qui étaient étiquetés comme ROGD par Lisa Lippman. Donc ces enfants arrivaient et puis on voyait en même temps une augmentation très prononcée du nombre d'adolescents qui venaient nous voir et puis aussi une modification de la répartition entre les sexes, comme je l'ai dit. Et puis quand on se regroupait, quand on se retrouvait entre nous, l'équipe médicale, on se disait mais c'est marrant, on n'a jamais vu ça avant, qu'est-ce qui se passe? On n'avait pas de nom à mettre là-dessus. On disait juste, bon, bah, c'est bizarre, on n'a jamais vu autant de gamines comme ça venir nous voir. Et j'ai dirigé, enfin j'ai revu en tout cas l'essai, la thèse de Lisa. Je ne me rappelle plus quand je l'ai rencontrée, mais en fait j'ai l'impression que je la connais depuis toujours maintenant, puisqu'elle m'avait demandé de relire ces articles. Et en tant que clinicien, tout d'abord, et en tant que chercheur en deuxième lieu, je dois dire que Lisa a décrit un nouveau phénomène clinique. Et n'importe qui se spécialise ou qui est spécialisé dans ce domaine devrait s'y intéresser. Quelqu'un parlait de nouveaux diagnostics hier, je ne sais plus qui c'était, mais en tout cas, lorsqu'on y réfléchit bien, c'est vraiment pas commun d'avoir de nouveaux diagnostics ou sous-types psychiatriques qui arrivent comme ça. Donc, c'est vraiment une évolution très intéressante à laquelle on est en train d'assister. Et je me rappelle qu'une des réponses du WAPAT, c'était de dire il y a on va dire, ROGD, ce n'est pas un diagnostic formel et officiel.
Donc ma réponse à ça, c'est ouais, d'accord, bon, bah, d'accord. C'est un nouveau phénomène clinique et ça prend du temps pour l'intégrer. La personnalité borderline, combien de temps il a fallu qu'on en parle avant que ça arrive et que ça soit vraiment officialisé? Ça a commencé dans les années 40 et puis finalement en 1980, c'est entré dans le DSM, hein. Combien de temps il a fallu pour les troubles alimentaires, le binge eating, pour que ça arrive dans le DSM-5 en 2013. Ça, c'était dans l'annexe du DSM. Des pathologies cliniques, c'était dans l'annexe dans le DSM-4. Donc, l'idée de dire que c'est pas un diagnostic officiel, bon bah super, d'accord, mais c'est quand même un phénomène clinique qui existe et qui est constaté par les cliniciens spécialisés dans le domaine. Et évidemment, ils ont besoin de savoir de quoi il s'agit. Et je voudrais dire deux autres choses sur le ROGD pour rebondir un petit peu sur ce qu'a dit Roberto tout à l'heure. Tout d'abord, et ça nous ramène aussi à d'autres choses qui ont été dites ce matin par David Bell ou par Kathleen aussi. Ce ROGD, ça nous force à réfléchir à notre modèle conceptuel que nous avons de la compréhension de la dysphorie de genre. Quelle est notre compréhension théorique de tout ça? Quelle est notre compréhension philosophique de tout ça? Quelle est notre formulation conceptuelle générale? Et je pense qu'on a tendance, parmi les cliniciens de genre, à dire qu'il ne faudrait même pas réfléchir à tous les facteurs sous-jacents, comme David Bell l'a dit ce matin. Ça prend du temps d'examiner tous ces facteurs sous-jacents. L'approche d'affirmation de genre dit que ça serait invalidant de ne serait-ce que poser des questions quant aux raisons profondes pour lesquelles une personne fait l'expérience de cette dysphorie de genre. Bon, bah, moi, je suis un dinosaure, un mammouth. J'ai commencé à travailler dans les années 70 et à ce moment-là, l'idée que quelqu'un ne devrait pas exprimer de curiosité quant à la raison pour laquelle la personne exprime des symptômes était bien sûr très présente, mais ça m'a toujours sidéré en fait. Pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas poser de questions? Et l'émergence du ROGD dans l'école de pensée d'affirmation du genre, ça nous a fait vraiment réfléchir parce que une perspective assez large de l'affirmation du genre, c'est l'essentialisme, c'est-à-dire que on est né comme on est né et maintenant une personne qui présente une dysphorie de genre, eh bien, ça, c'est déterminé à 100% par la biologie. Moi, j'ai fait des recherches biologiques et puis après aussi du travail dans le domaine psychosocial. Mais ça, c'est trop simpliste de dire ça, de dire que c'est complètement biologique. Et je pense que ce qui a un petit peu énervé les critiques de la ROGD, c'est que on remet en cause le fait que ça ne soit pas uniquement biologique. Et puis pour terminer, un autre aspect qui, à mon avis, a énervé un petit peu les gens aussi, c'est que dans la prise en charge clinique et thérapeutique, eh bien, on en revient au Dutch Protocol, on lit les articles de départ de Peggy Cohen-Katner et ses collègues dans les années 90 et au début des années 2000. Et d'ailleurs, je dois dire que en aparté, notre clinique à Toronto recommandait les bloqueurs de puberté pour certains adolescents dès 1999, pour des raisons dans lesquelles je ne vais pas rentrer maintenant, mais l'un des critères d'éligibilité, c'était qu'il fallait avoir une histoire
persistante de vie de dysphorie de genre avant de pouvoir en arriver là. Et donc là, on peut remettre en cause complètement ce critère d'éligibilité. Ça a été fait d'ailleurs. Si vous avez un adolescent qui a 13 ans ou une adolescente que vous voyez dans votre bureau pour la première fois et les parents vous disent eh bien, ça fait 3 mois qu'elle me dit qu'elle est dysphorique de genre, eh bien, à ce moment-là, on devrait pouvoir éliminer cette personne, elle ne serait pas candidate à la prise d'hormones. Et là, ça rend un certain nombre de gens un petit peu nerveux, parce que si vous ne prenez pas au sérieux les critères d'éligibilité du Dutch Protocol, qu'est-ce que vous allez faire avec ces enfants alors? Eh bien, voilà, je vais vous dire ce qu'on va faire. Dans ma clinique, j'ai une expérience. Tout simplement, il ne faut pas s'intéresser aux critères d'éligibilité du Dutch Protocol et nous, on recommande des bloqueurs et des hormones sexuelles parce que il faut que tous les enfants rentrent dans ce modèle du c'est comme ça qu'ils sont. Voilà, c'est tout. Thank you very much, Ken. Yes, Samuel, there is a spot for here, so come close, get cozy. Oh, Samuel, there is a spot here, actually. Il y a une place ici, si vous voulez. Bien. Alors, maintenant, on va écouter Samuel Vessière, professeur associé du département de psychologie à l'Université du Québec à Montréal. Alors, c'est un petit peu bizarre d'être le seul francophone autour de la table parce que tout le monde a parlé en anglais et moi je vais parler en français. Bonjour, merci, c'est un grand honneur d'être ici. Je suis Samuel Vessière, anthropologue, clinicien-chercheur aussi à Montréal, dans une équipe spécialisée sur les polarisations sociales et sur la radicalisation menant à la violence. Alors, parmi mes modestes contributions aux questions qui nous préoccupent ici, avec mon chapeau d'anthropologue, j'ai proposé de conceptualiser le déclenchement de dysphorie de genre à déclenchement rapide comme un idiome culturel de détresse, donc comme un syndrome lié à la culture, autour de représentations de rôles de genre qui, selon moi, touchent tous les jeunes. Donc la question du RGD serait la pointe de l'iceberg d'une crise de perte de confiance, d'un renversement épistémologique, une perte de confiance dans les formes d'autorité parentale, médicale, scientifique, etc. Donc je reviendrai un peu sur ça. On m'a invité aujourd'hui pour parler de ce qui se passe un petit peu au Québec. J'étais content de voir que mes collègues des associations de parents ont fait ça très bien, je pense mieux que moi. Ce que j'avais vraiment envie de faire aujourd'hui, c'était de proposer une nouvelle formulation, pas complètement diagnostique, mais une formulation théorique en perspective écosystémique pour nous permettre de comprendre les enjeux à tous les niveaux. Et là, je me base un peu sur mon expérience clinique aussi. Et j'avais envie de parler de ce que j'appelle le djihad trans. Et je dis ça de manière tout à fait littérale, avec beaucoup de respect pour mes amis religieux, avec beaucoup de compassion pour la souffrance véritable de ces jeunes, en même temps du respect pour leur tentative d'agentivité, de faire quelque chose. Je vais quand même présenter un bref regard anthropologique sur la situation au Québec, qui, je pense, nous permet de situer la discussion dans un cadre un petit peu plus général. Parce que ce qui est intéressant au Québec, c'est qu'il y a des particularités socioculturelles qui, je pense, jettent de la lumière sur une genèse possible du phénomène, de tout ce phénomène trans. Donc, contrairement à des idées reçues, j'espère que je ne vais pas offusquer mes collègues québécois en disant ceci, le Québec n'est pas une province bilingue. Le Québec est caractérisé, certains diraient creusé, rongé, par ce qu'on appelle deux solitudes. Donc deux communautés linguistiques qui ne se comprennent pas, qui ne parlent pas la même langue et qui, et ça c'est très pertinent, n'ont pas les mêmes institutions. Et ça c'est très très pertinent en termes d'éducation. Il y a aussi une troisième solitude qui est plutôt une composition disparate de micro-solitudes de communautés issues de l'immigration qui résistent tant bien que mal à la francisation obligatoire et essayent passivement de s'angliciser. Je mentionne ça parce que, historiquement, le phénomène trans au Québec semble avoir touché d'abord les démographies plutôt anglophones, urbaines, aisées et ultralibérales. Et on pense un petit peu à des tranches démographiques telles que celles décrites par mon éminente collègue Lisa Littman dans sa première étude. On pense aussi à des sondages récents du politologue anglais, anglo-canadien Eric Kaufman,
qui documente dans certains contextes ultralibéraux anglo-saxons, jusqu'à 33% des jeunes revendiquent appartenir à la communauté LGBTQ, ils se revendiquent comme queer. Ça, c'est des sondages de 2021. Donc de manière un peu plus anecdotique, conversation avec un collègue qui enseigne en Californie à l'université, la semaine dernière, qui me disait, oui, bien sûr, dans certaines classes, j'ai jusqu'à 75% des élèves qui se revendiquent comme queer ou non-binaires et qui affichent des néopronoms. Donc au Québec, ce que j'ai l'impression d'avoir remarqué depuis 2015, où je voyais des nouveaux pronoms dans mes classes à McGill, mais beaucoup moins dans le milieu francophone, c'est que les premiers milieux qui ont été touchés semblaient être ces milieux anglophones, et il y aurait peut-être en dehors des grandes villes eu comme une espèce de résistance au phénomène trans et au wokisme qui aurait pu être compris comme une imposition anglo-saxonne. L'identité trans semble être devenue de plus en plus désirable, donc dans certaines micro-niches d'élite francophone, par des mécanismes de prestige et de mimétisme, et aussi par le biais, petit à petit, d'un lobbying très, très, très efficace du milieu militant, d'abord des militants anglophones, puis francophones, dans le milieu scolaire, dans le milieu universitaire et dans le milieu des services sociaux. Donc ce qu'on remarque au Québec maintenant, je pense, est globalement généralisable à l'Occident, et on remarque donc, en termes de vulnérabilité à ces phénomènes-là, on remarque 2 pôles de structures familiales vulnérables. Je voudrais juste souligner que quand on a dans notre audience des parents, des associations de parents, ça peut être stigmatisant de parler de facteurs de risque dans les familles. Il ne s'agit absolument pas de blâmer. Il s'agit d'essayer de comprendre des trajectoires souvent traumatiques de détresse. Et il faut aussi se souvenir que quand on parle de grandes lignes épidémiologiques, on ne parle pas qu'ils sont toujours très, très diverses. On ne pointe pas le doigt vers des cas particuliers. Mais en gros, les 2 pôles, et ça, il y a beaucoup d'observations cliniques et certaines études épidémiologiques qui dégagent ça, c'est le premier pôle, famille bourgeoise, libérale, urbaine, avec éducation positive, nourriture bio, etc., des enfants rois, donc on pense à des classes, des écoles privées où des jeunes filles se déclarent pansexuelles à 10 ans, non-binaires à 12 ans, à 14 ans elles sont trans, et à 16 ans elles demandent à se faire amputer les seins aux frais du contribuable. Donc ça prend un certain positionnement historique pour penser que ce genre de choses nous sommes dus. Le deuxième pôle, vraiment à l'opposé démographiquement, donc là on parle de jeunes très 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 précarisés, souvent polytraumatisés, qui ont été placés dans de nombreuses familles d'accueil ou dans des centres, et qui ont souvent eu pour seule figure d'attachement plus ou moins valable des intervenants psychosociaux de type famille planning familial, qui souvent n'ont pas d'enfants eux-mêmes, qui sont rongés d'une noble culpabilité un petit peu néo-religieuse, et qui les biberonnent à la justice sociale et au féminisme intersectionnel. Donc cette question du néo-religieux, j'y reviendrai très bientôt. Mes collègues québécois ont parlé d'événements clés au Québec récemment, donc je ne reviendrai pas dans les détails, mais c'est important de souligner qu'il existe donc ce comité de sages ordonné par le gouvernement pour investiguer l'impact de toutes ces mouvances sur les sociétés, pour essayer aussi de faire un petit peu d'un bilan des preuves scientifiques. Donc c'est vrai, mais qui a été très mal reçu. Et il y a aussi eu ce documentaire Trans Express, diffusé par Radio-Canada, la chaîne publique d'État, qui est normalement assez woke. Et donc, j'ai l'impression que les choses commencent à changer de manière intéressante au Québec. Après le documentaire Radio-Canada, moi, ce que j'ai remarqué, en tout cas dans les couloirs de fac, dans les réunions cliniques de cliniciens, c'est comme si un espace de parole s'était libéré. C'est comme si certaines personnes qui n'étaient pas dupes, mais qui n'osaient pas s'exprimer, tout à coup peuvent parler entre eux, peuvent poser des questions. Par contre, dans le milieu militant, il y a eu des réactions vraiment très très fortes. Donc un manifeste signé par une centaine d'associations, dont la Fédération des femmes du Québec, la Fédération des hommes du Québec, qui appelle à la rage trans. Donc ces mêmes groupes militants qui ont donc vandalisé les bureaux de Radio-Canada, en appelant encore une fois à la rage trans, en disant que ces événements allaient se reproduire, en appelant les journalistes de Radio-Canada des bourreaux d'enfants, en leur disant qu'ils avaient du sang sur les mains. Permettez-moi, dans les quelques minutes qui me restent, donc, de mettre au clair ce qui, selon moi, est vraiment temps de nommer comme une escalade terroriste. Et je choisis mes mots avec prudence,
avec réfléchi sociologique, avec une certaine pratique de recherche et clinique aussi dans le domaine, pour décrire un contexte dans lequel des idéologues sincères sont prêts à commettre des sacrifices personnels, des actes violents, et à susciter la terreur psychologique et la peur de la répression au nom d'une cause considérée des nobles. Donc on parle de mouvance et de vision du monde très clivée entre les bons, les méchants, les purs et les impurs, et qui imposent des nouvelles formes de tabous et de sacré. Et c'est ici que je reviens sur la notion de la religiosité woke et trans, très judicieusement évoquée par mon éminent collègue Jean-François Braunstein. Merci pour ton super bouquin. Alors, loin de moi de suggérer un lien causal entre religion et terrorisme. Il y a un grand nombre de très bonnes études qui montrent que la religiosité, surtout grandir dans une famille religieuse, est un facteur de protection contre l'extrémisme violent. C'est-à-dire avoir accès à un support social et communautaire, à une stabilité ontologique, à un cadre rituel. Tout ça, c'est très bien. La religiosité devient un facteur de risque dans le contexte de conversion, de transformation rapide des repères qui entraînent des nouveaux clivages avec le monde familial et avec le monde social. Donc, je souligne, sans avoir le temps de rentrer dans les détails, que quand on regarde les familles où les jeunes, par exemple, vont se convertir à l'islamisme radical et partir pour le Daesh en Syrie ou devenir soudainement néo-nazis, et les familles où les jeunes filles deviennent soudainement trans, on parle à peu près du même spectre de vulnérabilité au niveau des structures familiales. La notion de djihad, elle me paraît tout à fait pertinente pour parler de la culture trans, donc comme la version la plus extrême, la plus salafiste, on y reviendra, du wokisme. Par djihad, comme vous le savez, on entend un sacrifice personnel commis au nom de Dieu, c'est-à-dire au nom d'une réalité ontologique et morale transcendante, supérieure. Dans la version salafiste extrémiste, le djihad doit être aussi offensif. On doit convertir les mécréants, corriger et ramener les fidèles à la foi. On doit punir les apostats, ça c'est très important, et conquérir les institutions pour qu'elles imposent la charia, c'est-à-dire la seule loi véritable et possible. Alors, la montée historique du wokisme, je vais conclure bientôt, The Great Awakening, c'est un jeu de mots intraduisible, a souvent été comparé, théologiquement d'ailleurs, au Great Awakening, qui décrit des transformations théologiques du protestantisme américain au XIXe siècle, où on remarque un éclatement un peu pseudo-sectaire de théologie très millénariste, très apocalyptique, comme on en voit beaucoup en ce moment, mais de théologie de révélation. Donc, c'est-à-dire un rapport individuel, non médié, avec une réalité ontologique et morale transcendante. Donc, je trouve pour ma part que le salafisme djihadiste est un phénomène qui est d'ailleurs beaucoup plus moderne que le Great Awakening américain. Ça offre un meilleur cadre comparatif pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Vous savez sans doute, certains d'entre vous, qu'une des brillantes innovations théologiques du Daesh, de l'État islamique, a été la libéralisation de la théologie et de la jurisprudence islamique, en permettant aux jeunes, à des jeunes convertis souvent, pas seulement d'identifier et d'exécuter les infidèles, mais aussi d'identifier les apostats parmi les mauvais fidèles, pour ensuite les excommunier et au besoin les exécuter. C'est une pratique qu'on appelle le takfir en arabe. Donc on voit le lien qui en tout cas est très clair pour moi entre le takfir djihadiste et la police des pronoms woke. On a deux mouvements qui sont ancrés dans le même paradoxe. Alors un paradoxe intéressant, hein, un hyperconformisme social qui vise à s'institutionnaliser par la violence symbolique et réelle, mais en même temps opéré par le biais d'un hyper-individualisme où la seule source d'autorité épistémique et morale est le ressenti individuel. La bonne nouvelle, c'est que ces projets sont généralement assez ingérables. Donc, par exemple, à l'État islamique, à un moment, il y avait des chaînes de takfir où tout le monde excommuniait tout le monde, où c'était devenu tellement ingérable, ils devaient exécuter des bataillons entiers, ils n'avaient plus de leaders, ils n'avaient plus de soldats, c'était un désastre. Si vous passez un peu de temps dans les milieux militants, c'est un peu la même chose qui se passe avec les accusations d'apostasie. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Pour conclure, si les idéologues sincères islamiques et woke demeurent relativement rares à l'échelle de la population, on rappelle qu'ils proviennent souvent de structures familiales très endommagées, où les jeunes... On pourrait peut-être s'inquiéter que nos sociétés ressemblent de plus en plus à des structures familiales très endommagées. Donc je parle de cadres où ni les jeunes ni les citoyens ont l'opportunité de développer des attachements sécures
avec des figures parentales, des figures gouvernementales, des figures scientifiques rassurantes. Donc ce n'est pas une question d'un pouvoir, c'est une question d'un cadre rassurant que l'on n'offre plus. Donc on rappelle que le salafisme djihadiste, c'est un phénomène très moderne qui est né dans le contexte du panarabisme postcolonial des années 50, où les gens ne se reconnaissaient plus dans des institutions qu'ils percevaient comme immorales et corrompues. On voit où ça les a allés. Donc ce n'est pas sans inconfort que je conclus comme ça, en empruntant en fait un idiome djihadiste, en disant plutôt que de continuer à capituler à la wokification aliénante de nos écoles, de nos universités, de nos hôpitaux, il est temps de reconquérir nos institutions avant qu'il ne soit trop tard. Merci, mesdames et messieurs. Thank you so much, Samuel. Merci beaucoup, Samuel. Je voudrais simplement souligner ce que vous avez dit, à savoir à propos de la carence et de l'attachement. C'est vrai, voilà des phénomènes qu'il faut étudier sur le plan clinique pour vraiment mieux expliciter cette question de la transidentification chez les mineurs. Et c'est ce phénomène de clivage aussi. Alors, il y a des choses très importantes qu'on voudrait partager à propos du WPATH, et c'est Zenia qui va nous en parler maintenant. Merci. Alors, c'est très dur de prendre la suite de Samuel et de cet exposé. Je voudrais simplement partager quelques réflexions sur ma perception de ce qui se passe. Et puis ensuite, on aura encore une demi-heure pour essayer de proposer des solutions pratiques. Et Steven, évidemment, nous portera main forte aussi. En Amérique du Nord et en Australie, on est vraiment en plein milieu de cette tempête. Alors, j'ai l'impression que pour l'instant en France, c'est encore un danger un petit peu hypothétique, ou est-ce que je me trompe? Est-ce que ça affecte déjà les familles de manière aiguë? Mais en tout cas, la question ne se pose pas pour l'Amérique, pour l'Australie. Toutes les familles présentent soit un enfant en son sein, ou un cousin, un neveu, ou dans un cercle d'amis, un jeune qui est affecté. Donc c'est très significatif. C'est un problème de société. On peut dire, je pense, à juste titre, que c'est né aux Pays-Bas avec l'invention de ce Dutch Protocol. Et ce protocole a complètement conquis tout le monde avec cette administration de bloqueurs de puberté aux jeunes pour produire des transformations incroyables de leur corps. Mais je crois que la naissance aussi de ce phénomène, bien que ça a été aux Pays-Bas, ça a vraiment pris toute son ampleur aux États-Unis. Et je ne sais pas si on mesure bien l'influence que les États-Unis exercent sur le reste du monde à cet égard, à la fois parce qu'il y a une dominance de la culture américaine dans beaucoup de pays, et également en raison de l'influence financière des États-Unis. Évidemment, vous ne voyez pas tout cela. On vous exporte un petit peu tout cela, vous, en Europe, et vous ne voyez pas la source. Alors moi, je ne suis pas psychologue, mais il se trouve que je passe beaucoup de temps avec ce genre de professionnels de santé. Et on me dit que lorsque on examine un patient, qu'on réfléchit à son cas, il y a 3 facteurs qui peuvent expliquer un problème psy. Ça peut être des facteurs prédisposants qui vont augmenter la susceptibilité de survenue d'un problème. Ça peut être des problèmes qui vont déclencher, donc des déclencheurs, et puis des facteurs qui vont entretenir le trouble. Et il me semble que la société américaine est un patient. Si on l'envisage comme un patient, cette société américaine, on peut voir quels sont les facteurs
prédisposants, déclencheurs et d'entretien. Il me semble que collectivement, il nous faut réfléchir à ces trois types de facteurs, car on ne saurait aider les patients sauf à comprendre ce qui a vraiment provoqué le problème. Il me semble qu'il y a un certain nombre de facteurs prédisposants qu'on a évoqués, à savoir le fait que nous sommes tous interconnectés maintenant. Ça explique en partie pourquoi ça a vraiment décollé ce problème fin 20e et début du 21e siècle. Ça n'a rien d'une coïncidence. Je ne veux pas remonter dans le passé, mais finalement, ce phénomène transsexuel, ça a démarré dans les années 50 via un Américain qui s'est rendu en Europe, a changé de sexe et toute la presse populaire américaine en a parlé et ça a refait le tour du monde. Et ça a été la première vague qui a vu des adultes mûrs annoncer qu'ils étaient transsexuels. Ça, c'était en 1952. Alors maintenant, avec cette dysphorie de genre d'apparition rapide, la ROGD, c'est un petit peu la même chose. Et je suis sûre qu'on a on voit chez ces patients des choses qui ont toujours existé de tous les temps, mais comme maintenant on a Internet et qu'on connaît ce phénomène transgenre et que ça s'est répandu très rapidement, eh bien beaucoup de jeunes s'en sont saisis pour expliquer leurs troubles. Donc l'interconnexion, les facteurs prédisposants, et ça ne va pas changer évidemment. Je suis d'accord avec Samuel, l'anglais. L'anglais, c'est la langue de contagion. Plus un jeune comprend l'anglais, plus il est à l'aise en anglais, plus il va être affecté. Et pareil pour le pays dans son ensemble. Ce qui peut-être peut expliquer pourquoi la France a peut-être un peu moins de cas que d'autres pays pour l'instant, parce que peut-être que la domination du français exerce une protection. Et il y a aussi la diminution des frontières, à la fois religieuses, sociales, etc. Et le fait aussi qu'on ait rendu l'enfant comme un enfant roi, qu'on l'ait traité, alors que par le passé, les enfants, il fallait en faire, mais pas les entendre et surtout pas trop les voir. Donc voilà les facteurs prédisposants qui peuvent expliquer pourquoi ça se produit dans une société. Mais il y a des facteurs déclencheurs ou disons qui précipitent les choses. Et ces facteurs déclencheurs, je crois, et on ne les voit pas parce qu'on sous-estime les aspects financiers. En effet, ce type de traitement, c'est très lucratif aux États-Unis. C'est les bloqueurs de puberté, ça coûte entre 32 000 à 60 000 $ par an, par enfant. Donc ça amène pas mal de bénéfices dans ce secteur. Mais il y a d'autres aspects financiers qu'on ne voit pas bien. En tout cas, bon, ça c'est une théorie que je l'ai et je l'ai présentée à plusieurs personnes et tout le monde l'a acceptée. Mais c'est vrai que dans la bataille des droits pour les gays, un certain nombre d'associations se sont créées avec des budgets de millions de dollars. Et on a recueilli aux États-Unis sans doute plus d'1 milliard de dollars. Et ça a permis de financer des organisations qui se battaient pour les droits des gays. Et c'est vrai qu'on a constaté aux États-Unis, pourtant, voilà, un retournement de l'opinion publique américaine avec l'autorisation des mariages de même sexe, etc. Donc, toutes ces associations ont fait du lobbying, ont fait des efforts de persuasion, mais tout d'un coup, lorsque l'opinion publique a accepté leurs arguments, quand c'est devenu une législation, elles n'avaient plus rien à défendre, ces organisations. Et évidemment, les organisations, elles tendent toujours à s'auto-perpétuer. Et il faut s'imaginer qu'il y a énormément d'organisations, d'associations très puissantes, avec des budgets énormes, avec beaucoup de personnel, avec beaucoup d'influence, des réseaux. Et tout d'un coup, ils se sont retrouvés sans
sans bataille à mener, sans cause à défendre. Et donc, elles se sont lancées dans cette question des droits trans avec les organisations LGB qui s'en sont saisies pour continuer à attirer des financements, à maintenir leur personnel et moi, j'ai voté pour le mariage gay, donc je suis complètement en faveur de cela, mais il faut quand même se rendre compte que toutes ces associations qui se battaient pour les droits des homosexuels, du jour au lendemain, elles se sont retrouvées sans bataille à mener. Et ces mêmes associations aujourd'hui se battent pour que des lesbiennes se fassent faire des mastectomies et dépensent des milliers et des milliers de dollars pour entamer des procédures judiciaires à chaque fois qu'un mineur veut suivre cette voie et que les parents ou la justice s'y opposent. Donc c'est pour ça que ça fait ça fait beaucoup de bruit parce que c'est dans leur intérêt aussi de maintenir cette bataille politique. Et pour revenir justement à cela, pour continuer sur ce sujet de la bataille politique, et Stephen en parlera également, mais il y a un procès très intéressant en ce moment aux États-Unis. Vous en avez peut-être entendu parler du fait qu'il y a plus de 20 États aux États-Unis qui ont maintenant interdit l'utilisation des hormones sexuelles et de la chirurgie de réassignation et des bloqueurs de puberté chez les enfants de moins de 18 ans. Alors, on les a qualifiés de lois anti-LGBT, alors que, par essence, en fait, le législateur s'est interposé et a dit « Eh bien non !» ces interventions, on n'a pas prouvé que leurs avantages dépassaient leurs risques. Que ce soit mis à disposition dans un cadre de recherche, ça dépend de l'État fédéral. Donc, les législations ont été votées et ces associations dont je vous parlais, immédiatement, elles ont lancé des procédures judiciaires contre ces États qui avaient interdit ces interventions. Et en Alabama, il y a eu une campagne très maligne, très astucieuse, et en défendant les droits d'interdire ces interventions pour les jeunes, eh bien, le camp d'en face a dit, eh bien, on a des preuves qu'il s'agit là de traitements efficaces d'après des recommandations internationales. Et l'État d'Alabama a répondu que ce ne s'agissait pas de recommandations valables, mais qu'elles étaient émanées de mouvements militants. Et donc, la question, c'est de savoir maintenant, est-ce qu'il s'agit de recommandations qui émanent d'une organisation médicale crédible? Et si c'est le cas, eh bien, l'État d'Alabama perdra son procès. Mais si ce que dit l'État d'Alabama est vrai, eh bien, alors à ce moment-là, la législation qui vise à protéger certains de ses citoyens sera confirmée. Et WPATH a dû présenter tous ces emails, toutes ces communications pour expliquer comment ces normes de soins avaient été établies. Alors, ce document, maintenant, a été publié. Enfin, disons, ces documents sont publiés au fur et à mesure, au fil de l'eau, et les révélations sont tout à fait choquantes. Et je crois que ça va faire beaucoup de bruit. Et au fur et à mesure que de plus en plus de gens en prendront connaissance, nous les avons lus, ces documents. Je pourrais vous en présenter certains, mais disons que, en gros, WPATH, qui s'est présenté comme une institution très respectable sur le plan international et qui dit, voilà, ces traitements sont efficaces et sûrs, et ne pas donner ces traitements, ça nuit au bien des enfants, eh bien, cette organisation
PASS, WPASS. On le voit maintenant par le biais de ces documents, a commis le délit d'avoir modifié, falsifié des documents avec Johns Hopkins. Il y a eu une revue systématique des preuves, qui est un principe fondamental de la médecine basée sur les preuves, à savoir que toute décision doit être basée sur des preuves, pas sur une étude individuelle, mais sur l'examen d'un corps de preuves avec une analyse en fonction aussi de la qualité méthodologique, des biais, etc., pour voir ce que l'on sait à propos des bénéfices et des risques de toute intervention. WPATH a demandé cet examen par Johns Hopkins, et puis une fois qu'ils ont commencé à voir le genre de données qu'ils récupéraient de la part de Johns Hopkins et qu'ils ne soutenaient pas du tout, n'étayaient pas leurs recommandations, eh bien, en fait, qu'ont-ils fait? Ils ont mis un terme à cet examen des preuves de la littérature. Ils ont menacé l'équipe de recherche de Johns Hopkins en les accusant d'avoir failli au contrat, d'infraction contractuelle, et alors que ce n'était pas le cas. Et ils ont complètement supprimé toutes les traces de ces preuves et de ces conclusions. Et je pourrais même vous présenter un certain nombre de citations sur mes diapos. On a dû maintenant, ils ont été obligés de présenter cela au tribunal. Et WPATH a expliqué que, en fait, les avocats des associations LGBT nous ont dit qu'on ne devait pas autoriser la publication de ces revues systématiques parce que cela nous empêcherait de gagner nos procès. Donc voilà, ça, ce sont des citations verbatim. Et The Economist vient d'écrire un article important à ce sujet. Je pense que là, au cours des prochaines années, on va en parler de plus en plus, vraiment. Je pense que c'est un point de bascule, là, vraiment, dans le monde, hein, pour comprendre qu'on a été vraiment mené en bateau. Menés en bateau, les docteurs ont été menés en bateau, ont été trompés. Je pense que la moitié d'entre vous sont des médecins. Et les médecins que je connais n'ont pas le temps de lire toutes ces études. Ils s'en remettent à ce que leur disent leurs sociétés savantes, leurs associations professionnelles, les conclusions de journaux médicaux réputés. Et il y a eu toute une campagne bien financée de désinformation scientifique et promue par WPATH de manière très coordonnée. Et on a vu aussi, on a la révélation suivante, le chef des autorités de santé aux États-Unis, l'amiral Rachel Levine, c'est un médecin, une femme transgenre qui a transitionné en tant qu'adulte et qui a déclaré qu'elle en était extrêmement reconnaissante et qu'elle était on ne peut plus reconnaissante d'avoir pu le faire une fois adulte parce qu'elle a pu avoir des enfants. Elle a été promue au rang d'amiral, la première femme amirale aux États-Unis, et donner des instructions directement à WPATH pour compléter leurs recommandations le plus rapidement possible, pour favoriser le plus rapidement possible la transidentification et d'éviter de publier tout résultat qui pointerait des incohérences ou un manque de solidité des preuves, afin que cela soit intégré à la plateforme politique du Parti démocrate. Et je suis une démocrate, hein, donc je tiens à le préciser. Donc c'est un scandale
c'est un scandale. Des médecins ont été trompés, des patients, leurs parents, et ça se déroule en direct, sous nos yeux, puisque ce que je vous dis aujourd'hui, on ne le savait pas il y a 3 jours. Et c'est basé sur ces documents qui viennent d'être publiés. Stephen Levin a présidé l'un des organismes sur le Standard of Care. Et tout ce qu'il disait maintenant doit être publié. Mais je trouve que ce serait vraiment intéressant de lui donner la parole sur son expérience au sein de WPATH, parce que vraiment, ils ont manipulé tout le monde. Alors, avant 2007, WPATH, c'était le Harry Benjamin International Association. Et j'en étais membre depuis les années 70 et mi-90. On m'a nommé directeur du comité de rédaction pour établir la 5e version du Standard of Care. Donc j'en étais le président de ce comité et je crois que j'en ai écrit toutes les phrases de ce document de 21 pages. C'était un comité réunissant 8 personnes et c'était les débuts de l'Internet, donc on se réunissait en ligne. Fin 96, début 97, on avait quasiment terminé notre travail. Et si vous m'aviez demandé quelles étaient les preuves, eh bien, j'aurais pas pu vous le dire. Si vous m'aviez demandé qu'est-ce que c'était qu'une revue systématique, je ne savais pas. J'aurais pas pu vous répondre. Car c'est vrai, même si on parlait déjà depuis 4 ans, la médecine basée sur les preuves, je n'en étais pas conscient. Donc, ce comité s'était réuni pendant 18 mois et nous n'avions pas examiné d'articles scientifiques. Non, aucun. On avait un comité assez divers, endocrino, travailleurs sociaux, chirurgiens, d'ailleurs qui n'assistaient jamais aux réunions, et pas mal d'autres, y compris le président actuel de WPATH. Et donc tous ensemble, voilà, nous avions mis sur pied ces recommandations qui disaient que 2 professionnels de santé mentale indépendants devaient donner leur évaluation avant de pouvoir donner des hormones à quiconque. On ne voulait pas recommander un nombre spécifique de sessions de psychothérapie, mais on disait qu'il fallait quand même quelques sessions avec un spécialiste de santé mentale avant de pouvoir rédiger un courrier pour adresser le patient. Donc 3 à 6 sessions pour l'un de ces professionnels et peut-être un autre professionnel qui ne verrait le patient qu'une fois. Et tout dans notre clinique, si le personnel voyait le patient, à ce moment-là, on n'avait besoin d'un seul courrier et 2 courriers pour la chirurgie. Et donc, il fallait que les patients prennent des hormones pendant au moins 1 an avant la chirurgie. Donc, on a présenté tout cela au comité exécutif de WPATH et tout le monde semblait en être satisfait, sauf le président du comité qui était furieux et qui m'a dit qu'il allait mettre sur pied un autre comité tout de suite pour qu'il y ait une 6e version parce qu'il n'était pas content du fait qu'on demandait à ce qu'il y ait 2 courriers de 2 professionnels, un courrier de 2 professionnels indépendants avant de pouvoir accéder aux demandes du patient. Et donc, on a eu tout de suite la 6e version. Et d'ailleurs, ça reprend complètement ce qu'on avait dit, sauf pour ce point qui n'exigeait plus qu'un seul courrier. Quant à moi, j'ai
assisté à la grande réunion tous les 2 ans. Et en 2000, Galveston, je me suis rendu à la réunion et quelqu'un était au pupitre et il y avait à peu près 25 personnes qui étaient travesties. Et dès que quelqu'un à la tribune disait quelque chose qui ne plaisait pas, il était hué. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, outre la blessure narcissique évidemment que j'avais reçue en tant que président de ce comité, je me suis dit, ben non, c'est plus possible, je ne peux plus continuer avec cette organisation, car j'étais un jeune clinicien naïf. Et je pensais que j'étais là pour apprendre des choses sur ce phénomène et que j'étais à la recherche de la vérité et je voulais contribuer à la réflexion. J'étais un mauvais scientifique. J'avais un désir de science fiable, mais lorsque je me suis entendu dire que j'avais, par Monsieur Green, que j'avais tort de demander 2 courriers, je me suis rendu compte qu'il était devenu le président d'une organisation de plaidoyer qui visait à promouvoir le traitement transgenre, en particulier la chirurgie. Et moi, jeune clinicien naïf, je me suis dit que c'était fini pour moi. Je ne pouvais plus continuer. Donc voilà, c'est pour cela que j'ai démissionné en 2002. On voit que le vent a tourné aujourd'hui. Merci, Stephen. Ken, je crois que vous vouliez dire quelque chose. Oui, quelques petites remarques, en effet. Il y a 2 jours de cela, après la divulgation de quelques-uns de ces documents de WPATH, la Maison-Blanche a publié un petit communiqué disant que la Maison-Blanche ne soutenait pas des interventions chirurgicales chez les mineurs. Voilà, tout va bien. On a réglé la question, non? Alors, Zenia, j'ai une question à vous poser. Vous nous avez dit que WPATH avait demandé à Johns Hopkins de faire une revue systématique, sérieuse. Et donc, vous nous dites que WPATH, finalement, au bout du compte, quand ils se sont rendus compte des conclusions de cette revue systématique, il leur était peu favorable. Ils ont voulu s'en débarrasser et les supprimer. Mais Zenia, les gens qui ont demandé cette étude au sein de WPATH, ils savaient déjà quels seraient les résultats, non? Parce qu'il n'y a quand même pas 50 000 études sur la question dans le monde. Ils savaient très bien à quoi ça allait ressembler, ces résultats. Non. L'une des choses les plus choquantes. Bon, il y a beaucoup de choses choquantes, hein, mais dans le document qui vient d'être divulgué. Mais il y a beaucoup de choses choquantes, mais l'une des plus choquantes est le fait que la direction de WPATH était vraiment convaincue qu'ils avaient des preuves positives. Ils étaient très confiants, avec même une certaine arrogance dans leurs convictions. En fait, ils n'avaient aucune idée de ce qu'était la médecine basée sur les preuves. Et d'ailleurs, avant de se lancer dans la rédaction de la 8e version des Standard of Care, donc c'est-à-dire la version actuelle, il y avait déjà eu, au niveau de la version 7, et qui avait régi le traitement de ces jeunes, mais déjà à l'époque de la version 7, ils savaient très bien que c'était contraire à la médecine basée sur les preuves. La médecine ne fonctionne pas comme ça.
Donc, ils ont annoncé que la 8e version du Standard of Care serait basée sur l'épreuve. Et c'est pour cela qu'ils se sont tournés vers une équipe de pointe à Johns Hopkins pour faire cela. Parce qu'évidemment, pour arguer du fait qu'on a des recommandations basées sur le preuve, il faut bien les réunir, ces preuves. Les autres facteurs qui rentrent en ligne de compte et qui... mais l'examen des preuves, c'est vraiment la pierre angulaire. Et les gens de Johns Hopkins, très patiemment, et puis de moins en moins patiemment, ont essayé d'expliquer à WPATH que les études dont ils pensaient qu'elles étaient très robustes étaient tellement mauvaises qu'on ne pouvait même pas les inclure dans la revue systématique. Et que si on les incluait, de toute façon, ce serait très mauvais en termes de résultats, à savoir niveau d'incertitude très faible ou alors pas de conclusion. Et il y a dans les emails échangés entre les deux parties des choses très choquantes. L'équipe chargée des recommandations pour les adolescents, parce que bon, WPATH, ça balaye tout le spectre de l'âge. Donc, ces auteurs répondaient à l'équipe de Johns Hopkins, chers collègues, nous pensons que nous avons vraiment de très bonnes études pour deux domaines, à savoir le bénéfice des hormones et la capacité décisionnelle des adolescents à consentir à ces interventions. Donc voilà les deux domaines où on veut une revue systématique de votre part, parce que nous pensons que bien que l'on ait peut-être des mises en garde attachées au fait que les études ne sont pas des essais randomisés et donc peut-être pas aussi robustes qu'elles le devraient, mais soit c'est quand même très significatif dans ces deux domaines pour demander une revue systématique et dont les conclusions certainement recommanderont la recommandation, à savoir qu'il faut donner des hormones adolescents parce que c'est bénéfique. Et deuxièmement, surtout, les adolescents sont capables de prendre la décision pour leur futur à propos de leur fonction sexuelle, de leur fécondité, etc. Et à ce moment-là, le chercheur en chef de Johns Hopkins a dit, bon, OK, je voudrais bien regarder ces études pour essayer de fouiller un peu, de voir un peu ce que ça recouvrait. Et donc, cette équipe en charge des recommandations sur les adolescents a envoyé certaines de ces études dont ils pensaient qu'elles étaient vraiment des preuves que les adolescents étaient capables de donner leur consentement. Et le chercheur senior de Johns Hopkins, après une brève lecture, a conclu qu'il ne s'agissait pas de preuves, qu'au mieux, il s'agissait de preuves indirectes. Mais c'était loin du compte en termes de preuves. Et donc, au lieu de produire cette version numéro 8, en précisant qu'il y avait quand même des incertitudes. Et d'ailleurs, je voudrais dire qu'on peut faire une revue systématique, quelle que soit la qualité des études. Et d'ailleurs, on doit faire une revue systématique, même s'il n'y a pas d'études. Ça veut dire que la revue est vide. Et la conclusion d'une revue qui est vide, c'est qu'on ne sait pas. Et ça envoie un message très clair aux patients, aux cliniciens et aux enfants qui doivent prendre une décision, à savoir, on leur dit, la communauté scientifique ne sait pas. Et au lieu de faire cela, et de poursuivre cette revue systématique qui aurait dit, voilà, nous n'avons que 3 études, mais ce sont des preuves indirectes, donc vraiment on ne sait pas si les adolescents sont capables de donner leur consentement, peut-être le regretteront-ils à l'avenir, comme on le voyait d'ailleurs hier, à savoir que l'enfant appartient à l'adulte qui deviendra.
Eh bien, au lieu d'accepter cela et de dire on ne sait pas, eh bien donc l'équipe a décidé de contourner tout cela complètement et de publier des déclarations assez vagues et en disant si l'adolescent n'a pas l'air de pouvoir donner son consentement, le clinicien jugera de sa maturité. Et l'une des choses les plus remarquables quand on lit ces emails, et quand on a la patience de le faire jusqu'au bout, c'est de se rendre compte que cette médecine basée sur les preuves est un concept qui reste relativement vague dans l'esprit de beaucoup de ces cliniciens spécialistes du genre et qui ne savent pas trop ce que cela recouvre. Et c'est peut-être pour cela qu'ils se ont contacté Johns Hopkins, parce qu'ils n'étaient pas conscients que ça ne pouvait pas marcher. Ils étaient tellement convaincus de leur approche qu'ils ont été absolument interloqués des résultats de Johns Hopkins. Et il y a eu d'autres études qui ont confirmé le grand niveau d'incertitude. Et c'est là que WPATH a déclaré qu'à partir de là, si Johns Hopkins veut publier, il faudra 2 navettes d'approbation. Et d'abord, Johns Hopkins devra soumettre une proposition mentionnant déjà la conclusion écrite. Et si WPATH est d'accord, alors à ce moment-là, il donnera le feu vert. Mais le manuscrit qui sera publié doit être soumis à WPATH. Et donc, et apportera des modifications. Et si Johns Hopkins ne les accepte pas, la publication sera impossible. Mais si vraiment Johns Hopkins était d'accord pour accepter ces modifications, à savoir de conclusions favorables au traitement transgenre, eh bien, il fallait aussi inclure une mise en garde, à savoir que c'était un travail fait par Johns Hopkins et qui n'impliquait pas WPATH. Et la seule revue systématique finalement qui est sortie après ce travail entre les 2 institutions a été une revue sur les hormones qui déclare que c'est une intervention plutôt favorable, même si dans le corps de cette revue, on n'a pas du tout de preuves. Donc on a une conclusion qui n'a rien à voir avec ce qui est écrit dans le corps du texte. Et on avait à nouveau cette mise en garde disant voilà, WPATH n'est pas impliqué dans cette revue systématique, alors que ça avait été visé par WPATH. Il fallait alors, par exemple, cocher toutes les bonnes cases pour WPATH, à savoir avoir un auteur transgenre, etc., etc. Donc, je pense qu'on est là en train d'assister à l'émergence d'un énorme scandale scientifique.